Ça y est. Bonjour chers amis, cette vidéo aujourd'hui est pour vous annoncer une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur. C'est la sortie de mon 9e ouvrage. Le premier est sorti en 2003, nous sommes en 2020, donc 9 livres en 17 ans. Bon, c'est honorable je pense. Donc ce livre qui vient de sortir aux éditions Vincentello d'Istria, qui est la maison d'édition que j'ai créée ici à Bastia, en Corse, voici 2 ans. Ce livre donc s'appelle Nouveau prêche dans le désert. Nouveau prêche dans le désert, on va bientôt le voir à l'écran. Je l'ai intitulé Nouveau prêche dans le désert parce qu'il fait suite à un premier recueil de chroniques que j'avais sorti en 2017, qui s'intitulait Prêche dans le désert, que nous allons également voir à l'écran. Alors, pourquoi prêche dans le désert? Je ne parle pas de mes méditations solitaires au fond du Sahara dans ce livre, mais j'ai fait part de ma lassitude d'avoir à tirer la sonnette d'alarme et de voir que peu de gens réagissent et que peu de gens sont conscients des périls qui nous guettent, des périls qui sont là déjà. De quoi s'agit-il? On l'aura compris, il s'agit de l'islamisme, lié bien sûr au terrorisme. Attention, je ne vise pas l'islam en tant que religion, je parle de l'islamisme, à savoir cette conception de l'islam qu'une petite minorité de musulmans cherche à imposer d'abord à leur propre communauté musulmane et ensuite dans les pays d'Europe et d'ailleurs, les pays d'immigration ou les pays où l'islam est minoritaire. Ensuite, donc, il s'agit d'imposer ces conceptions passéistes, ces conceptions obscurantistes, en particulier en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le statut de la femme, d'imposer ces conceptions donc à la société dans son ensemble. Alors dans mon premier livre, je stigmatisais l'attitude de nos élus, en particulier les élus locaux, qui pour gagner quelques voix aux élections, quelques voix de plus, afin d'assurer leur réélection, n'hésitent pas à accumuler les concessions qui leur paraissent sans doute insignifiantes, mais qui sont des concessions très graves. Je parle, bien sûr, j'évoque bien sûr les horaires aménagés dans les piscines, les activités sportives à l'école, selon qu'on soit un garçon ou une fille, les repas halal à la cantine. Ce sont toutes ces concessions qui, additionnées, accumulées, font que petit à petit, la situation devient irréversible et que dans certains quartiers, dans certaines villes, les juifs par exemple sont contraints de déménager parce que la vie devient invivable dans ces quartiers. Les commerçants qui tenaient une boucherie, une charcuterie ou qui avaient une supérette dans laquelle on pouvait trouver de l'alcool sont contraints de fermer. Ils subissent la menace, ils subissent les provocations, les crachats, les insultes. Et petit à petit, ils désertent ces quartiers qui tombent sous l'emprise de ces bandes, de cette mouvance islamiste. Bien sûr, dans ce premier livre, je parlais des tragédies qui ont frappé la France, que ce soit à Paris, Charlie Hebdo, au Bataclan, à Nice ou à Toulouse. Mais je n'ai pas raconté ces tragédies, je n'en ai pas été victime, je n'en ai pas été témoin. Je parlais plutôt de la manière dont on a présenté les choses, toujours en évitant de stigmatiser le fameux
pas d'amalgame qu'on a entendu trop souvent, de répéter encore et toujours que, attention, ces actes terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Eh bien oui, ils ont un rapport avec l'islam, bien évidemment, puisqu'ils sont commis par des gens qui accomplissent ces forfaits au nom de l'islam. Bien sûr, ce comportement n'est pas représentatif de l'islam dans son ensemble et des musulmans dans leur ensemble. Mais malgré tout, il y a quand même un lien entre l'islam et ces actes, ces actions épouvantables. Dans mon premier livre, je dénonçais également le parti pris de nos médias et parfois de nos politiciens à l'égard du conflit du Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens. Les Palestiniens étant les éternelles victimes et les Israéliens étant toujours représentés comme des colons ou des bourreaux. Ce parallèle ignoble entre la Shoah et ce qui se passe à Gaza me révulse profondément. C'est tout cela dont je parle dans ce premier livre. Alors, dans le second livre, le premier livre couvrait la période 2013-2017, le second couvre la période 2017-2020. J'ai continué à écrire et j'ai donc rassemblé mes chroniques pour en faire ces nouveaux prêches dans le désert. Et là, j'ai déplacé un petit peu mon objectif. Ma plume de chroniqueur, tout en continuant bien sûr à évoquer ce dont j'ai déjà parlé, j'ai déplacé un petit peu mon objectif vers la Méditerranée orientale. Je dénonce le sort qui est fait à Chypre, cette grande île méditerranéenne dont, en tant qu'habitant de la Corse, je me sens particulièrement solidaire. Cette grande île méditerranéenne, indépendante depuis 1960, membre de l'Union européenne, dont 38% du territoire est occupé, colonisé par la Turquie. Cette île où on a fait du nettoyage ethnique, chassant les Chypriotes orthodoxes et hellénophones, les chassant vers le sud. Cette politique que je qualifie de néo-ottomane du gouvernement d'Erdogan vise bien sûr Chypre et rend toute solution négociée entre les communautés chypriotes très compliquée parce que la Turquie n'est pas prête à se retirer de Chypre, à retirer son armée, à retirer ses colons. Et j'estime que l'Union européenne ne s'est pas montrée suffisamment solidaire à l'égard de Chypre. Je me réjouis que depuis quelques semaines, on a entendu le président Macron se saisir de ce dossier. C'est un développement tout à fait positif, mais malheureusement, lui aussi, j'ai l'impression qu'il prêche un peu dans le désert européen, et que ses alliés, ses collègues ne sont pas nécessairement prêts à le suivre. Donc ce néo-ottomanisme d'Erdogan vise non seulement Chypre, il vise aussi, on l'a vu, les îles grecques, qui sont parfois très proches du littoral turc, et la zone économique exclusive de la Grèce, qui est impunément violée, ainsi que celle de Chypre, à la recherche de gisements gaziers ou pétroliers que la Turquie convoite. Je parle également de la politique turque vis-à-vis d'autres voisins tels que l'Arménie et bien sûr la Syrie. Alors, afin de conforter un peu mon propos, j'ai fait appel à un ami historien, M. Charalambos Petinos, lui-même originaire de Chypre, qui a bien voulu faire, je n'hésite pas à le dire, cette excellente préface, très documentée, qui résume très bien le problème, pas le problème chypriote, je dirais le problème Erdogan, le néo-ottomanisme. Et je tiens à remercier M. Petinos d'avoir bien voulu préfacer mon ouvrage. Alors, entre ces deux livres
Prêche dans le désert et Nouveau prêche dans le désert, il y avait eu un autre livre qui n'a rien à voir avec ce dont je viens de parler. Je m'attaquais à un autre problème que je connais bien, ayant passé 24 ans en Afrique et ayant séjourné au Rwanda, travaillé au Rwanda. J'ai écrit un livre qui s'intitule Rwanda, 25 années de mensonges, dans lequel je dénonce tous ces mensonges qui ont cours et qu'on essaie de transformer en vérité officielle sur la tragédie qui a frappé, qui a ensanglanté ce malheureux pays d'Afrique centrale. Je le mentionne ici parce que ce livre, Rwanda, 25 années de mensonges, est sorti juste entre les deux, entre les deux autres. Il est sorti en 2018. Et tous les trois donc sont publiés à la maison d'édition que j'ai fondée, Vincentello di Istria. Ces trois livres coûtent 15 € et pour les commander, il suffit de me contacter. Laissez-moi un peu sous forme de commentaire en bas de cette vidéo un petit message et je tâcherai de vous expliquer comment les commander. Je peux vous les envoyer, je peux vous envoyer ces livres ou l'un de ces livres sans aucune difficulté depuis Bastia. J'ai l'habitude de le faire et je me ferai un plaisir de vous envoyer ces ouvrages ou l'un de ces ouvrages et si vous le souhaitez de vous les dédicacer. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs qui suivez mes vidéos sur RVTV et je vous dis à très bientôt.